messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Des programmes qui vont s'inscrire dans la coopération Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis. La Fondation Ubuntu veut mener des actions dans le pays. Voilà qui justifie la présence de la cofondatrice, la princesse de Chaskara à Abidjan. Elle a échangé avec la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, des projets dans le domaine de la formation annoncés. Finale du CHAN, ce sera Yaoundé au Cameroun. Ce sont les Lions de l'Atlas qui l'emportent sur les Aigles du Mali. 2-0, dont un but du capitaine El Karabi. Le Maroc conserve le titre de champion d'Afrique des Nations pour l'édition 2021. Ça fait donc 2 victoires pour le Royaume et 2 défaites pour les Maliens. Dans ce journal, je vous emmène aux confins de la Guinée, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. La réserve naturelle intégrale du Mont Nimba est sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 1992, alors que ce site de 17 000 hectares est riche d'une flore et d'une faune particulière en Afrique. On verra dans le dossier les actions menées pour sortir de cette extrême situation. Et puis les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Équateur pour des élections générales. 13 millions d'électeurs désignent le nouveau président et les 137 députés du Parlement. Tout devrait se jouer entre 2 hommes. À gauche, l'économiste Andrés Arauz et à droite, l'ancien banquier Guillermo Lasso. On ouvre ce journal avec ce communiqué. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a appris avec une grande tristesse le décès de M. Laurent Dona-Folougou, ancien ministre d'État, ancien président du Conseil économique et social. La nation ivoirienne perd ainsi un journaliste émérite, un grand serviteur de l'État, une personnalité politique de premier plan et un fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République présente ses condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Des hommages de la nation seront rendus à l'illustre disparu à une très prochaine date. La Fondation Ubuntu, exerçant dans la solidarité et le partage, veut mener des actions en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que la cofondatrice, la princesse de Chaskara des Émirats Arabes Unis, était à Abidjan. Elle a échangé avec la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Elle a annoncé des projets dans le domaine de l'éducation et de la cohésion sociale. Walter Amadou Ouattara. La princesse de Chaskara des Émirats Arabes Unis chez la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La princesse Kassimi Boudour, présidente de l'Association internationale des éditeurs et cofondatrice de la structure Ubuntu, axée sur la solidarité, est venue pour une prise de contact afin d'élaborer le cadre d'une coopération avec la Côte d'Ivoire. Pour cette première visite, la princesse de Chaskara laisse entrevoir des perspectives de projets dans les domaines de l'éducation et de la cohésion sociale. Selon la princesse, le choix de Kandia Camara afin de contribuer à mener à bien ces projets n'est pas fortuit. La ministre est l'actuelle présidente de la Fondation Caranta. La ministre Kandia Camara approuve cette démarche et loue les efforts de son hôte du jour pour ses actions en termes de rassemblement et d'appui aux pays africains à travers la Fondation Ubuntu. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle profite de l'opportunité pour exposer l'urgente nécessité d'apporter un appui aux jeunes en difficulté en Côte d'Ivoire, particulièrement à ceux d'Abobo. Promouvoir la vision de vivre ensemble telle que recommandée par le président de la République, Alassane Ouattara. Dans son actuelle mission, la princesse de Chaskara des Émirats Arabes Unis est accompagnée de Albert Nsenguyouva, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADA, et Mamadou Touré, cofondateur de la Fondation Ubuntu. Un autre levier de la diplomatie ivoirienne en marche, la Côte d'Ivoire est dans la promotion de la candidature de Jacques Anoma au poste de président de la CAF, la Confédération africaine de football. Le gouvernement ivoirien mène l'offensive avec les ministres Abdan Paulin et François Amichard depuis le 2 février. Les émissaires du président de la République se sont rendus dans 14 pays. Walter Amadou Ouattara revient sur les étapes du Burundi, de la Guinée, du Sénégal et du Burkina Faso.
Objectif de cet important déploiement diplomatique, s'appuyer sur les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays amis et frères pour fédérer les voix au profit de Jacques-Bernard Daniel Anouma, candidat ivoirien à la prochaine élection du président de la CAF. Après le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, la deuxième étape de la mission du ministre Paulin-Claude Danho l'a conduit au Tchad, au Burundi, au Rwanda et au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission, qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football et qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Au cours de cette tournée, les autorités ivoiriennes ont été chaleureusement accueillies et reçues en audience par les présidents. Les chefs d'État empêchés ont délégué leurs ministres d'État et des Sports à avoir des séances de travail avec les autorités ivoiriennes. À la clé, des échanges avec les présidents des fédérations de football des pays visités. Et notez qu'en janvier dernier, en marge de l'ouverture du CHAN 2021, le ministre Paulin-Claude Danho avait été reçu en audience par le président Paul Biya, qui a rassuré le ministre des Sports ivoirien du soutien de la République camerounaise. Et on reste au Cameroun pour voir la finale du CHAN tenue ce dimanche au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé avec un choc Maroc-Mali, meilleure attaque contre meilleure défense de la compétition. Ce sont les Lions de l'Atlas qui l'emportent sur les Aigles du Mali 2-0, dont un but du capitaine El Kaabi. Le Maroc conserve donc le titre de champion d'Afrique des Nations pour l'édition 2021. Cela fait donc 2 victoires pour le Royaume et 2 défaites pour les Maliens. 5 ans après, le Mali retrouve la finale de ce championnat d'Afrique des Nations, mais n'arrive pas à inscrire ce trophée continental à son palmarès. Dans l'actualité nationale, le nouveau contrat de bail sécurisé à usage d'habitation était au cœur du Dimanche Magazine de ce 13h. Herman Guivet a reçu le directeur général du logement et du cadre de vie. Ce nouveau texte encadre les rapports entre les deux parties et veille à la protection de leurs intérêts. Je vous invite à suivre un extrait de l'entretien. À partir du moment où ce contrat de bail usage d'habitation est tiré de la loi 2019-576 du 26 juin 2019 portant code de la construction et de l'habitat, c'est donc une contrainte. Donc, nous allons naturellement exiger que ce soit ce contrat qui soit utilisé. Maintenant, quant à la question du contrôle, vous savez, je rappelle assez souvent que tout ce qui porte sur la loi, tout ce qui porte sur le respect de la loi doit être d'abord une action citoyenne. Il ne faut pas partir du principe que l'État doit à chaque fois se donner les moyens de faire contrôler naturellement. Je l'ai dit à plusieurs reprises, notre pays n'aura jamais les moyens de mettre un policier devant chaque immeuble, devant chaque appartement pour s'assurer qu'après avoir échangé, après avoir discuté, un contrat de bail a été signé. Mais je l'ai dit et je le répète, il appartient aux locataires surtout, il appartient surtout aux preneurs d'insister pour que le contrat de bail usage d'habitation soit signé, parce que nous, la loi, on l'a fait voter pour les plus pauvres, pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui n'ont pas de moyens, parce qu'ils sont 80% quand même qui sont locataires, il n'y a que 20% de propriétaires. Pour nous, c'est à eux, mais vraiment, d'insister pour que ce contrat puisse être signé, parce qu'il est en leur faveur davantage. En partie aussi pour le bailleur, mais surtout pour le locataire, surtout pour le preneur, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, surtout pour les plus pauvres. Anciennement, les contrats de bail, le contrat n'était pas sécurisé. Quand j'ai dit qu'il n'était pas sécurisé, c'était à la limite sur des feuilles volantes, etc. Et on pouvait le falsifier, d'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'ensemble des articles de loi qui sont contenus dans le Code de la construction et de l'habitat, tous ces articles de loi sont repris dans le contrat. Et donc, naturellement, ça permet de sécuriser davantage. Je rappelle que l'enregistrement est à la charge du bailleur et pas du locataire. Donc, après avoir retiré les deux contrats à hauteur de 5 000 francs chacun, eh bien, c'est le bailleur qui fait enregistrer le contrat et qui remet la copie du preneur. Mettons que, par exemple, le bailleur cède l'immeuble ou le local à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez fait enregistrer le contrat, il reste valable. Il est opposable à ce tiers-là. Or, si vous ne l'avez pas fait enregistrer, le nouveau propriétaire, entre guillemets, le nouveau bailleur, entre guillemets, ne se sent pas concerné du tout par ce que vous avez signé avec l'ancien. Et donc, vous êtes à nouveau à la merci, j'allais dire, de ce nouveau bailleur-là. Inviter les associations de consommateurs à apporter leur appui.
sensibiliser nos compatriotes, sensibiliser nos concitoyens au fait que le contrat de bail usage d'habitation est sécurisé. En un mot, il vous protège. Il vous protège et il garantit vos droits. Et d'un autre côté, le gouvernement continue aussi la mise en œuvre de sa politique de l'eau pour tous. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance les travaux de renforcement de l'alimentation d'Abidjan. Il est prévu la construction d'une usine de traitement d'eau dans le village d'Anyama-Débarcadère, une unité qui permettra de réduire le déficit dans les ménages. On le voit avec Jean Magadi. Bâti sur une superficie de plus de 200 hectares, Anyama-Débarcadère, village de 5000 âmes, est confronté au problème d'accès en eau potable, malgré sa proximité avec la lagune. On a inauguré le château, mais le château n'est pas encore fonctionnel. C'est-à-dire l'eau potable n'est pas encore arrivée dans les ménages. Donc on souhaiterait que nos autorités nous aident à ce que la réalisation du château rentre en effectivité en permettant à nos parents d'avoir de l'eau dans les ménages. La pose de cette première pierre par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, démontre encore une fois la volonté du gouvernement de satisfaire les besoins des populations en eau potable. Pour la deuxième fois, nous y sommes pour le lancement des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la lagune Adien. La construction de cette usine de production et de traitement d'eau de 150 000 m3 par jour va réduire d'ici 2025 le déficit en eau potable dans la ville d'Abidjan. La mise en œuvre du projet dans sa phase 1 a pour but d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de près de 1 500 000 habitants, dont les habitants, bien entendu, d'Anyama-Débarcadère et de tous les villages environnants. Ces habitants auront leur sécurisation en alimentation en eau potable garantie jusqu'en 2040. D'un coût global de plus de 108 milliards de francs CFA, ce projet va durer 24 mois et offrir de l'emploi à 450 jeunes, mais aussi améliorer le réseau des villages environnants. Et on se rend un peu plus loin d'Abidjan pour prendre un peu d'air. La Côte d'Ivoire a 4 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont 3 sites naturels et un autre culturel. Ce sont le parc national de Taï, celui de la Komoué, la ville historique de Grand Bassam, et la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba. Cette dernière, aux confins du Libéria, de la Côte d'Ivoire et la Guinée, est malheureusement inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 1992. Le massif 17 000 hectares à la flore et une faune particulièrement remarquable en Afrique est donc menacé. Alors question, comment en est-on arrivé à cette extrême situation, mais surtout quelles sont les actions menées en vue de sa restauration? C'est ce que nous allons voir dans le dossier de ce soir avec Evoué. La réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, créée en 1944, est dominée par une chaîne de montagnes qui culmine à 1752 mètres. Elle couvre une superficie totale de 17 540 hectares, dont 12 540 en Guinée et 5 000 en Côte d'Ivoire. Elle constitue le premier site transfrontalier africain inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981 pour la Guinée et en 1982 pour la Côte d'Ivoire. Cette aire protégée est gérée par le Centre de gestion de l'environnement des Monts Nemba et Simandou, CEGEN pour la partie guinéenne et l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ce site renferme une flore et une faune impressionnantes avec des espèces endémiques comme le crapaud vivipare. Par la suite, le bien a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril en 1992 en raison de menaces. C'était dû à la crise au Libéria dans les années 90 qui a fait qu'il y a eu beaucoup de réfugiés libériens qui avaient envahi la réserve. Et voilà, donc ça avait impacté la valeur universelle du bien. Mais aujourd'hui, il y a d'autres enjeux tels que les permis miniers autour et autres, qui font que la réserve est toujours sur la liste en péril. Cette menace de développement de projets miniers concerne la partie guinéenne. Nous voyons que la situation d'exploitation minière existe toujours dans les recommandations de l'UICN UNESCO. Ma surprise, c'est sur ce côté-là, parce que le gouvernement guinéen a été à l'UNESCO, UICN, pour discuter
d'enlever cette portion-là de la réserve, ce qui a été fait par un acte du président de la République. Ils ont proposé des actions que la Guinée devait faire pour que nous soyons quand même sauvés par rapport à la réserve en péril. En plus de cela, d'autres menaces existent, notamment les projets de développement routier, les braconnages, les feux de brousse, les activités agricoles, la déforestation. Il faut noter que le processus pour sortir le bien de la liste du patrimoine mondial en péril est en cours depuis quelques années, avec une coopération transfrontalière mise en avant. Nous visons comme objectif collectif le retrait du mont Nimba de la liste du patrimoine mondial en péril. Ceci se fait étape par étape. L'OIPR du côté ivoirien, le CEGENS du côté guinéen. Nous travaillons ensemble, les choses peuvent prendre un petit peu de temps. C'est dire que nos deux États ils se battent pour que cette réserve, qui est un patrimoine mondial, qui n'est pas seulement pour nos deux pays, qui appartient à tout le monde entier, soit sauvée. Plusieurs missions et réunions se sont déroulées pour formaliser le processus de retrait. On peut citer entre autres en janvier 2019 une mission conjointe de suivi réactif avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'Union internationale de la conservation de la nature, UCN, a permis de développer une proposition de l'état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la liste du patrimoine mondial en péril appelée DSCOR, sigle en anglais. Les orientations de la Convention veulent qu'il y ait un état de conservation souhaité qui puisse être élaboré avant tout processus de retrait d'un site de la liste du patrimoine mondial en péril. Ce processus, pour des raisons diverses, notamment l'absence de données sur des indicateurs biologiques, d'intégrité, n'ont pas permis de finaliser l'état de conservation souhaité en vue du retrait de la réserve naturelle intégrale de la liste du patrimoine mondial en péril. Suite à cela, en février 2019 à Mans, les choses ont avancé au cours de la première réunion régionale sur la coopération transfrontalière pour une gestion efficace des sites du patrimoine mondial en Afrique. Visite aux riverains et randonnée à l'intérieur de la réserve étaient au menu. Et plus récemment, du 10 au 14 janvier 2021, a eu lieu la réunion sur le projet d'appui à la réserve naturelle intégrale du mont Nimba pour l'autonomisation des communautés riveraines et la finalisation du DSCOR. Les communautés riveraines de Bakore en Guinée et Yéalé en Côte d'Ivoire ont reçu 2 moulins multifonctions et des semences de sorte à améliorer leur résilience. Après la visite aux communautés, toutes les parties prenantes se sont retrouvées à Mans durant 2 jours pour passer au peigne fin la proposition du DSCOR. Ensemble, le Centre du patrimoine mondial qui assure le secrétariat de la Convention, l'UCN qui est un organe consultatif, disons un peu le conseiller technique pour les sites naturels, et tous les autres acteurs qui peuvent contribuer à fournir de l'information scientifique et technique. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour travailler à identifier des indicateurs pour aboutir à l'état de conservation souhaité du site en vue de son retrait. Ça nous permet de passer en revue les indicateurs, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les atteindre afin d'atteindre un état de conservation souhaité pour que la réserve soit retirée de la liste des sites du patrimoine mondial en péril. Au bout des réflexions, 8 indicateurs sur l'intégrité, la protection et la gestion ont été retenus pour la finalisation du DSCOR. On peut le dire, le processus de retrait de la réserve naturelle intégrale du mont Nimba de la liste du patrimoine mondial en péril est enclenché. Après l'étape de la finalisation de l'état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la liste du patrimoine mondial en péril, suivra celle de la validation avant sa soumission pour examen par le Comité du patrimoine mondial en sa 45e session prévue se tenir cette année. En outre, les organes de gestion plaident pour plus de financement afin que leurs tâches soient aisées. La réserve naturelle intégrale du mont Nimba vers son retrait de la liste du patrimoine mondial en péril, un dossier de Herve Boué. On reste dans l'environnement pour voir les résultats de cette étude. Elle a permis après 10 mois de constituer une base de données socio-économiques sur les investissements à faire à Grand Laou afin de réduire les risques. C'est un projet pour la résilience des côtes ouest africaines. Des détails avec Grace Kando. Le projet d'investissement pour la résilience des côtes ouest africaines Ouaka Côte d'Ivoire
a mené des études d'évaluation des risques naturels et la mise en place d'un système d'alerte précoce dans la zone de Grand Laou. Nous sommes là aujourd'hui pour faire la restitution d'une étude de près de 10 mois, évaluer de façon quantitative les risques naturels, notamment les inondations pluviales, inondations par la lagune, les submersions marines, les problèmes d'érosion côtière même directement, et puis les problèmes de glissement de terrain. Et donc la restitution va nous permettre de voir quels outils il faut déployer pour réduire les inondations et les submersions marines dans cette zone. Les actions à mener permettront donc à la commune de Grand Laou et aux villages côtiers de disposer d'outils de gestion rationnelle et durable en lien avec la gestion des risques naturels. C'est tout un travail très important qui a été fait. C'est plus de 21 000 bâtiments qui ont été digitalisés, qui ont été enquêtés bâtiment par bâtiment. C'est la totalité des routes également qui ont été analysées. Et ça nous permet d'avoir une image très précise et derrière de proposer des solutions de réduction des risques et de développement durable des territoires. Longue de 566 km, la zone côtière de Côte d'Ivoire est confrontée à plusieurs menaces: destruction des mangroves, démographie galopante et surexploitation des ressources aquatiques. Le projet Ouaka Côte d'Ivoire vient comme une réponse pour trouver des solutions durables. Et en santé, on voit cette autre lutte engagée. Le Centre de prise en charge, de formation et de recherche sur le sida étend ses activités. Elle touche désormais le domaine thérapeutique des hépatites, une action qui vise à améliorer la qualité des soins de cette pathologie. Astou Touré. Eliman, c'est le pseudo que nous donnons à ce jeune étudiant de 25 ans souffrant de l'hépatite B. En se rendant ce matin à l'hôpital, Eliman veut en savoir davantage sur cette pathologie qu'il découvre à peine. J'ai allé au centre de transfusion sanguine à 13 juillet. Donc après les examens qu'ils ont su que je souffrais, il y avait les virus de l'hépatite B dans mon sang. Je suis actuellement ici pour comprendre en tout cas comment la maladie se manifeste et pour une prise en charge aussi. Pour son traitement, Eliman est référé au Centre de prise en charge, de recherche et de formation CEPREF. Un centre initialement spécialisé dans la prise en charge des patients infectés par le VIH-Sida. Depuis début janvier 2021, il se positionne comme le centre de référence dans la prise en charge intégrée des hépatites chroniques B et C. Nous avons des locaux, nous avons un circuit bien tracé à partir de nos patients PVIH que nous suivons. Donc nous allons calquer ce modèle-là sur la prise en charge des patients hépatites sur le modèle de la prise en charge du VIH. À peine 3 semaines d'ouverture et le centre enregistre plus d'une vingtaine de patients. Depuis le démarrage des activités de prise en charge biologique des hépatites, nous avons ici la première plaque que nous avons réalisée qui comporte au total 27 patients. Et sur les 27 patients, nous avons 10 qui ont une charge virale détectable et 17 qui ont une charge virale indétectable. Coût élevé et quasi-indisponibilité des médicaments, coût très excessif des examens complémentaires, insuffisance des laboratoires publics de référence et insuffisance de spécialistes, spécialement les hépatologues. Face à ces difficultés, l'ONG SOS Hépatite a entrepris depuis 3 ans l'élaboration d'un plan stratégique de lutte contre les hépatites virales au profit des patients. Aujourd'hui, tout est à la portée des patients. Sur tout le territoire national, pour celles déjà qui ont déjà des hépatites chroniques, vous rendez-vous au CEPREF, faites-vous enregistrer, achetez vos médicaments, faites vos examens à un moindre coût. Aujourd'hui, les hépatites ne vont plus tuer comme elles le faisaient par le passé. L'hépatite ou encore la maladie du foie est une affection qui continue de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Avec un taux de prévalence de 10 à 13%, l'hépatite B sévit en Côte d'Ivoire par négligence ou par méconnaissance. Il tue 10 fois plus que le VIH et le virus est 100 fois plus résistant que celui du VIH-Sida. Nous sommes en zone d'endémicité virale. Aujourd'hui, l'hépatite virale B, c'est 8 à 10%, c'est-à-dire à peu près 2 600 000 Ivoiriens qui sont porteurs du virus. L'hépatite C, c'est environ 3%, soit à peu près 800 000 personnes qui sont porteuses de ce virus. Et les hépatites virales B, C et D sont les premières causes de cancer du foie en Côte d'Ivoire. Le cancer du foie est le 3e cancer en Côte d'Ivoire après celui du sein et de la prostate. Et c'est un cancer de pronostic effroyable. Lorsqu'il est découvert à un stade avancé, la moyenne de survie est de 6 mois.
L'extension des activités du CEPREF à la prise en charge des hépatites chroniques nécessite un renforcement de capacité du centre à plusieurs niveaux. Nos doléances ont été faites en 3 étapes simplement. La première étape, c'était d'étendre vraiment l'activité de concession que l'État nous a donnée, qui était de s'occuper du VIH. On voudrait que cela soit étendu aux hépatites et à d'autres maladies. Aujourd'hui, techniquement, nous avons les moyens. Après, en termes de capacité, nous avons en deuxième doléance, demander du personnel. Donc ce personnel d'appui-là devrait nous permettre de relever donc, les défis en termes de nombre. Et puis, on a demandé des appareils, parce que les appareils permettront de supporter la grande cadence des examens complémentaires auxquels nous devrons faire face s'il y avait beaucoup plus de malades. Pour la réussite de cette mission, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend apporter ses appuis techniques et financiers. CEPREF avait une activité essentiellement basée sur le VIH. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que les capacités au sein de CEPREF sont importantes. L'expérience acquise dans le traitement du VIH peut nous permettre aujourd'hui de pouvoir prendre en charge les hépatites. Nous allons accompagner le CEPREF en mettant à sa disposition du personnel de santé qualifié pour sa prise en charge, étendre sa convention pour qu'elle puisse, au-delà du VIH, prendre en charge les hépatites et d'autres pathologies, et enfin faire en sorte qu'il ait le matériel nécessaire et suffisant pour les examens biologiques au sein du CEPREF. Le CEPREF se positionne ainsi comme étant le premier centre intégré en Côte d'Ivoire dans la prise en charge des hépatites virales chroniques B et C en dehors des CHU, avec le dépistage, la prise en charge des patients, la dispensation de médicaments et la réalisation des examens biologiques. La pandémie de Covid-19 continue aussi de sévir dans le monde et en Côte d'Ivoire. On ne relâche donc pas dans l'observation des gestes barrières. Voici les chiffres de ce dimanche. 258 nouveaux cas de Covid-19, 208 nouveaux guéris et pas de décès aujourd'hui. 29 825 cas confirmés au total, dont 27 981 guéris. On s'intéresse à présent à l'éducation nationale. La ville de Divo a célébré et primé hier ses meilleurs élèves issus des établissements du primaire et du secondaire. Nous sommes à la 2e édition de la journée de l'excellence et de l'orientation. Elle est organisée par des anciens écoliers devenus des cadres dans le secteur public et privé comme pour stimuler la jeune génération. Mahama Traoré. Depuis 2017, la ville de Divo connaît une baisse constante des taux de réussite aux examens à grand tirage, l'exemple du baccalauréat. Les pourcentages sont passés de 42% en 2017 à 28% en 2019 à 33% en 2020, tandis que le pourcentage national était de 40%. C'est justement pour donner des repères plus valorisants à notre jeunesse en quête de légitimité intellectuelle que notre action se focalise depuis maintenant 2 ans sur la promotion et la célébration de l'excellence dans les établissements scolaires de notre belle cité. Cette action s'articule autour de la journée de l'excellence et de l'orientation de Divo, journée visant à primer les majors des différents niveaux issus du primaire et du secondaire de la ville, mais aussi à cultiver le goût de l'effort chez les apprenants à travers les conseils prodigués par d'anciens écoliers de Divo, aujourd'hui modèle de réussite. On peut partir des forêts divolaises, des quartiers précaires de notre ville, pour atteindre les cimes, je dirais, de l'administration de nos différents États. Si vous voulez réussir demain, il n'y a que l'étude. Aller dans les boîtes de nuit, danser, sauter, ça ne va rien vous apporter. Nous allons donc ici dans la région du Lodibois mettre en place un programme spécial en rapport avec l'éducation nationale pour que nos jeunes enfants qui veulent demain devenir des scientifiques, des grands scientifiques, comme Abdraman Sissé et moi-même, puissent donc faire des bacs C. Parrain de cette 2e édition de la journée de l'excellence et de l'orientation de Divo, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Abdraman Sissé, dévoile comme secret de réussite à ses filleuls le rêve, l'audace, le travail et la persévérance. Moi aussi, je viens d'une famille modeste. J'ai fait l'école publique ivoirienne. Si nous avons pu réussir et être là où nous sommes aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous pouvez réussir. Tout le monde le peut, avec l'aide de Dieu.
tout ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est de travailler, d'être meilleur au top niveau pour que nous soyons aussi primés comme nos camarades. Je compte bien mettre en pratique les conseils du ministre Cissé Aboudrahmane pour être meilleur en classe, être meilleur partout et réussir, être une excellente élève. Ont aussi été primés lors de cette journée les meilleurs enseignants et encadreurs de la ville de Divo. Au nom du chef de l'État, le ministre Aboudrahmane Cissé a posé la première pierre du futur préau du lycée moderne 1 de Divo et annoncé les travaux de rénovation du foyer du même établissement pour un coût global de 50 millions de francs CFA. En littérature, Ibrahim Diarra Souba sort une œuvre, Alassane Ouattara, le prodige. C'est la première d'une série de 3 essais sur le président de la République. Avec l'ouvrage, il s'engage à défendre les actions et l'image du chef de l'État. On nous voit cette dédicace avec Didier Nguessan. Alassane Ouattara, le prodige, une œuvre pour immortaliser un pan de la vie d'un homme, sujet de nombreuses spéculations et d'attaques de la part des siens à certaines époques de sa vie. Cet essai de l'écrivain spécialiste de sécurité et de gestion de conflits, Ibrahim Diarra Souba, est un véritable panégyrique qui transforme le lecteur en lui donnant un regard nouveau sur les valeurs du président Alassane Ouattara. Fruit d'une observation liée aux faits, cette œuvre prend son point d'ancrage dans le réalisme cru de la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Je voulais répondre à certaines questions. Pourquoi cet homme, malgré toutes les défiances, malgré toutes les attaques contre sa personne, il a pu s'en sortir? Pourquoi il voulait devenir président? Est-ce qu'il avait vraiment la volonté d'aider son peuple? Et vu son parcours, pour qu'il puisse servir d'exemple à la nouvelle génération. Alassane Ouattara, on ne peut pas raconter tout ce que nos recherches nous ont donné dans une seule œuvre. Alassane Ouattara, le prodige, est aussi un essai biographique, à la fois historique, philosophique et sociologique, de 236 pages, avec plus de 90 photos d'illustration. Il retrace ainsi avec certitude le parcours de l'homme d'État, de devoir et de développement. Une réponse à de nombreux questionnements sur cet homme providentiel, selon l'auteur. Un ouvrage jugé d'intérêt. C'est un véritable travail de fond qui a été abattu. Pour moi, il est à féliciter. Nous sommes la relève. Nous devons nous adonner à la lecture, nous cultiver. Une jeunesse cultivée de qualité est une garantie pour la prospérité d'un État. J'étais heureux de savoir que ce jeune homme avait décidé d'écrire cet ouvrage. Et j'en suis très fier aussi. Et je l'encourage. J'encourage tous les jeunes de prendre des initiatives comme celle-ci. C'est un véritable témoignage de ces grandes actions qu'il a posées pour le développement de la Côte d'Ivoire. La nouvelle génération apprend, comprend qu'il y a des hommes de grandes dimensions, comme le président Alassane Ouattara, qui méritent respect et qui méritent qu'on écrive sur leur œuvre. Alassane Ouattara, le prodige, sous-titré comme un envoyé de Dieu, est le premier jet d'une trilogie dont le second sera bientôt disponible. Dans l'actualité politique ce soir, la CEI, conformément aux résolutions du dialogue politique, a procédé le vendredi dernier à Daoukro à l'installation des commissions électorales locales de l'IFU. Cette cérémonie a vu la présence des membres du parti au pouvoir et de l'opposition. Herman Yamien. La commission électorale régionale et la commission électorale sous-préfectorale de la région de l'IFU installées. Sous la supervision du commissaire central Émile Brotier, en charge des régions de l'Indénie-Guablin, du Moronou, du Nzi et de l'IFU, les commissaires locaux au cours de cette rencontre ont procédé à la désignation des membres des bureaux respectifs. La composition de ce bureau, comprenant un président, un vice-président et un secrétaire général, ne nous a pas été communiquée pour garder l'exclusivité à la CEI centrale, mais il faut mentionner que les représentants du parti au pouvoir et ceux des partis de l'opposition étaient tous présents. Les deux élections se sont passées dans une ambiance bon enfant. Et toutes les personnalités qui ont été désignées par les différentes entités et qui sont au sein de la commission locale ont siégé. Donc, à chaque scrutin, nous avons eu les 8 sur 8. Je vous rappelle que le parti au pouvoir a 3 représentants, l'opposition en a 4 et l'administration a 1 représentant. Donc, ça fait 8 représentants. Donc, dans les 2 collèges, les 8 représentants étaient
présent. Le porte-parole principal de la commission électorale indépendante s'est félicité du bon déroulement de ce processus avant d'appeler les membres des différents bureaux et l'ensemble des commissaires à plus d'engagement et de responsabilités. Émile Brotier a rappelé l'importance de leur rôle, soulignant qu'ils doivent plus à la communauté qu'à leur parti politique. Après 15 années passées à la tête du village de Songo-Mbraté, la génération Dougbo fait ses adieux à la chefferie. Pour clore son mandat, elle a initié une messe d'action de grâce et un culte spécial. Une occasion également de faire le bilan de cette gouvernance. Franck Wadio. C'est dans la prière et le recueillement que la génération Dougbo de Songo-Mbraté a terminé son mandat après 15 années passées à la tête du village. Messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Jean de Songo et culte spécial à l'église méthodiste Unibétel du village. Les Dougbo veulent dire merci à Dieu pour son soutien et sa présence à leur côté durant leur mandat, mais également lui confier les nouveaux chefs, les Tchagba. Nous allons passer maintenant le témoin à nos jeunes frères Tchagba. À ceux-là, nous demandons au Seigneur de les soutenir et de les ramener à bon port, surtout pour le développement de notre village. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, on n'avait aucun document administratif. Il n'y a aucun propriétaire qui a délimité sa parcelle. Il n'y avait pas d'approbation ni d'ACD, rien du tout. Il fallait qu'on essaie d'immatriculer nos terres. Donc nous avons commencé par là. Puis on a des terres qu'on avait abandonnées. Il fallait coloniser, il fallait recoloniser, il fallait prendre possession. Donc nous avons permis à au moins 100 ressortissants de Songo-Mbraté d'avoir des terres qui 5 hectares, qui 20 hectares, qui 15 hectares. Donc les gens possèdent des terres à Songo-Mbraté. Mission accomplie pour le désormais ex-chef de Songo-Mbraté, le docteur Dougbo, qui laisse à ses successeurs un bel héritage. Nous avons des parcelles communautaires que nous avons délimitées. Nous avons pu faire une approbation à assemblant sur un certain nombre d'États. Après moi, les Tchagba qui arrivent vont utiliser pour développer le village. Avec une population estimée à un peu plus de 2500 habitants, Songo-Mbraté est un village paisible situé à l'ouest de la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Il existe depuis plus de 4 siècles. Hors du pays, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Équateur pour les élections générales. 13,1 millions d'électeurs étaient appelés à désigner le successeur du président Lenín Moreno et les 137 députés du Parlement monocaméral pour un mandat de 4 ans. Le pays est l'un des plus meurtris par la pandémie de Covid-19 dans la région. La campagne a été marquée par la crise économique et un climat de polarisation explosive dans un Équateur historiquement instable. 16 candidats en lice, tout devrait se jouer entre 2 hommes. À gauche, l'économiste Andrés Arauz et à droite, l'ancien banquier Guillermo Lasso. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans le 7 sur 7. On fait le tour de l'information qui a marqué toute cette semaine dans le monde avec Alexis Ouedraogo. D'après l'ONU, au moins 105 000 personnes ont trouvé refuge dans les pays voisins de la Centrafrique. Les populations fuient les violences qui opposent depuis le 15 décembre dernier des groupes rebelles aux forces armées centrafricaines. Les réactions occidentales ont été unanimes après la condamnation à 3 ans et demi de prison d'Alexeï Navalny. Il était reproché à l'opposant russe d'avoir violé une mesure de contrôle judiciaire durant la période où il était en convalescence en Allemagne, après avoir été victime d'un empoisonnement. 10 soldats maliens ont été tués mercredi dans une attaque imputée à des djihadistes. Le poste de Boni dans la région de Mopti a été attaqué vers 6 heures par des individus lourdement armés. C'est la plus meurtrière des attaques depuis le début de l'année contre les forces maliennes. L'épidémie due au coronavirus progresse de manière inquiétante sur l'île de Mayotte. Jeudi, le ministère de l'Outre-mer a annoncé le confinement total du département à partir de vendredi, et ce pour une période de 3 semaines. Le président américain Joe Biden a promis vendredi un partenariat plus serré entre les États-Unis et l'Afrique et déclaré espérer participer en personne au prochain sommet de l'Union africaine.
Un renversement de la politique américaine sur ce continent largement ignoré par Donald Trump. Biden entend travailler avec les Africains sur les priorités clés telles que la lutte contre le virus, le changement climatique, en prônant le multilatéralisme pour mettre fin aux conflits sur le continent. Seul candidat à sa succession, le Tchadien Moussa Faki a été réélu samedi pour un mandat de 4 ans à la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'ex-premier ministre du Tchad a reçu le soutien de 51 des 55 États membres. Une tempête de neige sévit depuis samedi aux Pays-Bas. Une centaine d'accidents étaient recensés dimanche midi. Ce phénomène très inhabituel pour le royaume combine de fortes chutes de neige, un gel généralisé et un vent de 62 à 74 km/h. La tempête, la première depuis 2010, a paralysé le pays. Des couches de neige atteignaient 5 à 30 cm dimanche matin. Voilà qui met un terme à ce journal, la dernière édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une fructueuse semaine et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Celui qui désire la pluie ne doit pas se plaindre si la boue le salit.